Bonjour tout le monde, merci d'être présent avec moi et surtout de partager votre heure de lunch avec moi, en tout cas un petit bout du moins. Alors, je me présente, Suzanne Vallière, psychologue, conférencière. Je participe aussi à divers médias, mais je pense que ce qui est le plus important à retenir de tout ça, c'est le fait que je suis mère de 3 enfants. Donc, ce que vous avez vécu avec vos enfants, ce que vous vivez avec vos enfants, je l'ai vécu aussi. Les 3 ont fait des crises à différents moments de la journée. Alors, je vais essayer de vous partager tous les trucs que j'ai mis dans le petit guide de la discipline, que j'ai écrit d'ailleurs avec ma fille Gabrielle. On a essayé vraiment de faire un outil très concret, clair, qui est facile pour vous à vous repérer et on a vraiment je crois qu'on a réussi à faire la panoplie de sphères qui nécessitent de la discipline, que ce soit dans la vie quotidienne, que ce soit à l'école, que ce soit dans les devoirs, qui sont souvent des situations où on a plus de difficultés à la maintenir, cette fameuse discipline-là. Discipline qui a malheureusement un aspect souvent péjoratif pour la majorité des gens parce qu'on fait référence plus à la sévérité, au fait que c'est un peu peut-être militaire de discipliner notre enfant et c'est pourquoi on la présente vraiment d'une façon bienveillante, d'une façon positive, parce que la discipline, c'est les repères pour un enfant, c'est sa structure de base, c'est ce qui va faire que l'enfant va être capable par la suite de devenir plus facilement autonome et responsable dans sa vie quotidienne. Alors, c'est pas rien d'appliquer la discipline, mais ça a des bienfaits incroyables dans le futur pour votre enfant. Aujourd'hui, on avait une demande particulière pour parler plus de la discipline quand notre enfant fait des crises. Alors, j'espère que ce matin, c'était un matin tranquille pour vous, qu'il n'y a pas eu trop de crises. Puis en même temps, si c'était le cas, on va vous donner des trucs. Fait que demain matin, ça va sûrement déjà mieux aller que ça a pu aller ce matin. Pourquoi je parle entre autres de ce matin? Parce que souvent, les enfants vont faire des crises, entre autres, dans les extrêmes de journée. Alors, les crises vont souvent apparaître soit le matin ou soit à la fin de la journée. Pourquoi? Parce que les enfants sont souvent plus fatigués et la fatigue est un des facteurs qui va faire en sorte que ça va déclencher une crise chez votre enfant. Tout d'abord, je tiens à vous mentionner que tous les enfants âgés en bas de 5 ans feront des crises dans leur développement. En fait, si on ne faisait pas, il faudrait se poser des questions parce que ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le développement de votre enfant, c'est-à-dire qu'il ne se développerait pas dans la norme. Alors, tous les enfants vont faire des crises et à partir de 5 ans, on va voir ces crises-là beaucoup diminuer tranquillement. C'est sûr qu'il y a des enfants qui en feront encore plus tard dans leur développement, après 5 ans, mais la majorité du temps, ça se passera entre 1 an et demi et 5 ans. Pourquoi? Parce qu'au niveau cérébral, leur cerveau n'est pas suffisamment mature pour être en mesure de bien gérer les émotions qui les envahissent. Donc, ils ont une grande charge émotionnelle qui les habite. Comme ils ne savent pas trop quoi faire avec ça, bien souvent, ils vont se désorganiser. Ce qu'on appelle la crise du bacon, là, dans le commun, souvent, on entend ça, il a fait une crise de bacon, je ne savais pas quoi faire. Alors, l'enfant va faire une crise, puis quand il fait la crise de bacon, c'est que votre enfant est complètement désorganisé, il est déstabilisé, il ne sait plus quoi faire avec ça. D'où l'importance de ne pas l'ignorer, de ne pas être indifférent à ça et de l'accompagner dans cette crise-là. Parce qu'un enfant qui fait une crise, c'est un enfant qui vous dit, je ne sais pas moi quoi faire. Là, cette charge-là est là. Neuronalement, je suis pas encore capable de bien la gérer, de gérer mes émotions, puis j'ai besoin d'aide. Et plus vous êtes indifférent, plus la crise augmentera. Surtout si vous l'envoyez dans sa chambre, vous l'isolez. Là, c'est l'anxiété, une autre émotion qui va embarquer par-dessus la colère. Et c'est à ce moment-là, souvent, qu'on va avoir des enfants crier, hurler, lancer des objets dans leur chambre. Et dans le fond, ce qu'ils essaient de vous dire, c'est venez m'aider parce que moi, je suis souffrant. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand un enfant fait une crise, il y a beaucoup de cortisol au niveau du métabolisme qui est procuré. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et cette hormone-là, elle rend souvent les gens irritables, voire agressifs. Donc, quand un enfant en a à l'intérieur de lui, ça le rend souffrant. Et c'est pour ça qu'il a besoin de votre aide. Si vous le prenez dans vos bras, vous le consolez, vous vous éloignez de l'objet qui a provoqué une crise. Alors, si par exemple, c'est parce qu'il voulait une barre de chocolat, il voulait toucher au foyer alors qu'il était chaud, puis ça le met en état de crise, vous l'éloignez de l'objet ou de l'élément qui a provoqué cette crise-là. Vous le prenez dans vos bras et la seule chose que vous dites, c'est « calme-toi,
je suis là. Il ne faut pas alimenter par des propos. Alors, si vous lui dites, par exemple, non, tu n'en auras pas de barre de chocolat, on va souper bientôt, tu sais c'est quoi la règle, plus vous nommez des choses, plus vous alimentez la crise parce que l'enfant n'enregistre plus lorsqu'il est dans un état de crise. Il est comme un peu en hystérie et tout ce qu'il a besoin, c'est de se faire réconforter. Quand la cortisol qui est très haute, si vous prenez l'enfant dans vos bras, un contact physique, ça va procurer de l'oxytocine. L'oxytocine, c'est l'hormone de l'amour, c'est l'hormone de l'attachement. Est-ce qu'elle va venir faire? C'est qu'elle va venir contrer la cortisol. Et c'est pourquoi que souvent, lorsqu'on le prend à temps, quand l'enfant n'est pas en pleine crise, juste avant sa crise, si on le prend puis qu'on l'éloigne de l'objet que je vous disais tantôt qui a pu provoquer la crise et qu'on lui dit « calme-toi », tout de suite, il va se calmer. Parce que vous allez venir procurer ce dont il a besoin présentement, c'est-à-dire du réconfort, de l'amour et de l'attachement. Vous lui envoyez le message, peu importe ce que tu vis dans ta vie, moi, je suis toujours là, même quand tu es en crise. Alors qu'à l'inverse, si on le prend de force, parce que souvent, quand les enfants sont en crise de Bacon, ils se débattent, ils se désorganisent complètement, ils crient, vous le prenez de force, vous l'envoyez dans sa chambre, là, vous lui envoyez le message, toi, quand tu es en colère, quand tu es en crise, moi, je ne veux plus te voir. Calme-toi, puis après, on pourra se parler. Sur le moment, c'est sûr que ça ne donne rien de lui parler, mais pour un enfant de 4 ans, même si vous revenez sur ce qui s'est passé, c'est un peu peine perdue, l'enfant ne comprendra pas. Il n'est pas dans ce groupe d'âge-là. Vous savez que son cerveau est très archaïque en bas de 5 ans et neuronalement, il n'y a pas ce qu'il faut pour tout comprendre ce que vous voulez lui expliquer. Je tiens à vous dire qu'il y a 3 facteurs, entre autres, qui vont souvent faire en sorte que l'enfant va déclencher une crise. Il y a la fatigue, la faim et les changements. Alors, c'est sûr que c'est vraiment pas une bonne idée d'aller au supermarché, d'aller à l'épicerie quand votre enfant vient de finir une journée à l'école ou à la garderie parce que là, il est fatigué et en plus, il a possiblement faim et on l'emmène dans un endroit où c'est rempli de nourriture et les emballages les plus attrayants, vous savez que c'est souvent pas ce qu'on veut que notre enfant mange. C'est les bonbons, c'est les chocolats, c'est les emballages les plus attrayants. Alors, c'est sûr qu'il va vous faire une crise parce qu'il va vouloir cet objet-là qui a l'air, qui va venir combler sa faim et 2, qui a l'air très attrayant. Vous savez que quand on a faim, c'est comme ça pour les adultes, mais c'est encore plus vrai pour les enfants, quand on a faim, on manque de glucose dans notre organisme. Le premier organe de notre métabolisme qui reconnaît qu'on manque de glucose, qu'on a faim, c'est le cerveau. Et comme on s'est dit tout à l'heure, le cerveau chez un enfant, c'est encore archaïque, c'est pas complètement développé. Alors lui, il sait, son cerveau, qu'il manque de glucose, il a faim, ça va générer du stress parce que quand on manque de glucose, on devient stressé. Ça va générer du stress, donc ça va générer de la cortisol, comme on disait tout à l'heure. Qu'est-ce qui va arriver? L'enfant va nous faire une crise. Alors, si vous allez le chercher à l'école, à la crèche, à la garderie, assurez-vous toujours d'avoir des petites collations santé dans la voiture, ce qui va faire en sorte que votre enfant, vous allez pouvoir déjà combler un des facteurs qui risque de déclencher une crise en arrivant à la maison, soit la faim. Vous allez avoir comblé au moins cette partie-là. Assurez-vous que vos enfants dorment suffisamment. Je vois énormément de gens à mon bureau et la première question que je leur pose, c'est quoi votre rituel du dodo? À quelle heure votre enfant se couche? À quelle heure votre enfant se lève? Pourquoi? Parce qu'un enfant en bas de 10 ans un enfant en bas de 5 ans a besoin de 12 heures par nuit. De 5 ans à 10 ans, c'est 11 heures par nuit. Et ensuite, on peut se permettre à 12 ans d'y aller vers les 10 heures. Mais idéalement, jusqu'à 12 ans, ça serait 11 heures. Donc, si votre enfant ne dort pas suffisamment, des fois, j'ai des parents qui viennent en consultation, les enfants ont 4 ans, 5 ans, se couchent vers 8 heures, se lèvent à 6 heures. Vous voyez, ça fait 10 heures par nuit. Tantôt, on a dit que ça prenait 12 heures. Donc, il leur manque comme 2 heures par jour. Imaginez 2 heures, lundi, mardi, etc., jusqu'à vendredi, ça nous fait 10 heures de manque de sommeil. On peut s'attendre à passer une fin de semaine pas très agréable. Donc, très important d'avoir un bon rituel du dodo et que l'enfant dorme suffisamment. Pendant le sommeil, l'enfant produit beaucoup d'hormones de croissance et ça l'aide justement à faire un bon élégage de son cerveau pour les neurones qui ne sont plus nécessaires. S'il manque de sommeil, tout ça vient un peu être contrecarré par la fatigue. Donc, c'est ce qui va faire aussi que votre enfant va être plus difficile, va être plus irritant. Vous le savez déjà, souvent en période des fêtes, nos enfants n'ont pas beaucoup de routine, on les couche un peu plus tard et on paye souvent la note le 26, le 27, le 28 décembre parce qu'ils sont trop fatigués. La fatigue
fatigue amène beaucoup d'irritabilité. C'est la même chose pour nous d'ailleurs. Si on est fatigué, on va avoir beaucoup plus de difficultés, même adulte, à être capable de bien gérer nos émotions. Si on est en colère, lorsqu'on est fatigué, on risque d'être plus en colère, on risque d'avoir plus de difficultés à la contrôler, cette colère-là. Alors, imaginez un enfant qui, lui, n'est pas capable de se raisonner. C'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est que les enfants n'ont pas cette capacité-là de raisonnement. La pensée, l'âge de raison apparaît vers 7 ans environ, et la pensée rationnelle, elle va s'installer juste vers l'âge de 10 ans. Alors, c'est pourquoi que notre livre arrête à 10 ans, parce qu'il y aura probablement un autre livre pour parler plus des pré-ados qui, eux, leur cerveau est complètement différent, puis notre relation aussi avec eux, elle est différente, puis notre discipline doit aussi s'adapter. Mais jusqu'à l'âge de 10 ans, votre enfant est incapable de rationaliser les choses. C'est pourquoi il y a autant de peur qui les envahit. D'ailleurs, quand on parle aux plus petits, là, en bas de 7 ans, ils croient au Père Noël, ils croient à la Fée des Dents, ils croient aux monstres, ils croient autant aux héros qu'aux méchants, parce que pour eux, le monde imaginaire et le monde réel, c'est la même chose. Ça, c'est un bon truc qu'on peut utiliser pour éviter des crises. Par exemple, on sait qu'il y a des études qui ont démontré qu'il y a 3 situations, particulièrement, qui font en sorte que les enfants vont réagir plus intensément, puis qui vont faire des crises. Les repas, entre autres. Les positions assises, là, obligatoires, poussette, siège de dos, l'enfant se sera un petit peu contraint dans ses mouvements, et l'habillement. Ces 3 situations-là, souvent, vont faire en sorte que l'enfant va se désorganiser. Les repas, entre autres, parce que la texture des aliments est différente au goût pour vos enfants. Les papilles gustatives, c'est quelque chose qui est en pleine évolution tout au long du développement et particulièrement vers l'âge de 4 ans, il y a un changement qui s'effectue. Alors, auparavant, il pouvait manger du brocoli cuit, tout allait bien, puis tout à coup, il vous fait une crise quand vous lui présentez. C'est les papilles gustatives qui provoquent cette situation-là. Et souvent aussi, on veut le contrôle. À 4 ans, on veut du contrôle. À 2 ans, c'était le terrible two. On s'affirmait, on se dit qu'on est capable de mettre son manteau, capable de mettre nos bottines, etc. Alors que c'est extrêmement difficile. Pour lui, ça lui apparaît facile quand il nous voit, mais quand il le fait, c'est différent. Et à 4 ans, ça revient encore, cette phase d'affirmation-là, mais là, avec du vocabulaire cette fois-ci. Et souvent, on a plus de difficulté un petit peu à le comprendre comme parent, parce justement, on pense que notre enfant nous comprend quand on s'adresse à lui parce qu'il y a du vocabulaire, alors qu'il y a une distinction à faire entre le niveau de compréhension chez votre enfant puis sa maîtrise du vocabulaire. C'est 2 choses distinctes. Au niveau cérébral, c'est pas dans la même zone. Donc, pour le faire manger, entre autres, parce que votre enfant veut du contrôle, il veut gérer la situation. Souvent, les repas, c'est pas des moments tout le temps agréables avec des enfants en bas âge, vers l'âge de 4 ans. Vous pouvez, par exemple, lui acheter une belle assiette de princesse puis dire, moi, je veux tout que tu manges ton assiette, je veux voir les cheveux de la princesse dans l'assiette. Vous pouvez lui faire des petites montagnes en lui disant, là, je t'ai fait 3 petites montagnes, je veux que tes petites montagnes disparaissent, je veux que tu les manges. Le sens de l'humour fonctionne très bien dans ce groupe d'âge-là parce que, justement, ils sont dans leur monde imaginaire. Alors, il faut embarquer avec eux dans ce monde-là et ça évite énormément de tension. Vous allez voir, souvent, eux, ils vont vous en rajouter puis ils vont vous en donner des situations puis ils vont dire, hey, maman, tu veux, j'ai tout mangé, mais on les voit, là, les cheveux de la princesse, ils vont embarquer avec vous et ça vous évite de, justement, je vous en fais de la discipline, là, présentement, mais c'est pas de la discipline militaire, sévère, où on doit constamment prendre l'enfant puis le retirer. Avant 5 ans, en fait, dans mon livre, si vous l'avez ou si vous allez vous le procurer, vous allez vous apercevoir qu'il y a un chapitre complet sur les méthodes d'intervention à bas âge parce qu'en bas de 5 ans, je ne recommande pas de conséquences. C'est-à-dire que je vais recommander de faire diversion. L'isolement dans sa chambre, idéalement, on ne le fait pas. On essaie. En fait, on ne devrait jamais le faire. C'est même pas idéalement, c'est que je ne vous le recommande pas parce que ça procure de l'anxiété chez l'enfant. Si votre enfant veut un objet, on ne va pas lui donner. Des fois, les gens ont l'impression que de ne pas faire de discipline, de ne pas le mettre dans sa chambre, ça voudrait dire d'acquiescer à sa demande. Pas ça du tout. On ne va pas acquiescer à sa demande si sa demande est déraisonnable ou que ce n'est pas le bon moment. On va maintenir nos limites. Par contre, on va faire diversion. Souvent, de dire à l'enfant, viens avec moi, on va aller plier les vêtements. Viens avec moi, on va aller couper les légumes. Ça fait une diversion de ce que l'enfant voulait absolument, puis ça évite d'être dans une discipline
où on va négocier avec l'enfant, parce que vous savez qu'un enfant en bas de 10 ans n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour négocier. C'est vous qui décidez qu'est-ce qu'il va manger au repas. Si vos restaurants, il peut peut-être à faire des choix, ses choix de vêtements, mais ça s'arrête à peu près là. Et ça, c'est important aussi de maintenir comme parents que si vous, les capitaines, c'est vous qui savez ce qui est bon, ce qui est moins bon, c'est vous qui devez mettre les limites. Et à ce niveau-là, pour éviter des crises aussi, même dépasser 5 ans, ce qui est important à faire, c'est la méthode du 1, 2, 3. Alors, la méthode du 1, 2, 3, c'est je compte jusqu'à 3. À 3, tu fais telle chose, tout va bien. À 3, tu fais pas telle chose, voici ce qui va arriver. Ça, c'est pour les enfants âgés en bas de 5 ans. Parce que souvent, les enfants qui sont plus vieux que 5 ans puis qui vont maintenir à faire des crises, il peut y avoir quelques raisons. Soit que votre enfant a un problème particulier, c'est-à-dire TDAH, trouble du spectre de l'autisme, Gilles de la Tourette, anxieux aussi. Les troubles anxieux peuvent générer beaucoup de crises parce qu'on le disait tantôt, le stress augmente le cortisol. Si j'ai un trouble anxieux, je vais être souvent en train de procurer cette fameuse hormone-là qui nous rend irritables, voire agressifs. D'ailleurs, il y a un chapitre complet dans le Petit Guide de la discipline où on en parle de ces problématiques-là particulières. Alors, si en haut de 5 ans, votre enfant fait encore des crises, ça peut être soit dû à une problématique particulière ou il a manqué un peu de structure à la maison. C'était un peu difficile pour vous de mettre vos limites, ce qui fait que l'enfant a l'impression que de faire des crises, c'est payant. Parce que si, quand je fais une crise, à ce moment-là, mon parent, je finis par obtenir ce que je voulais, l'objet de la crise a fait que je l'ai eu, ma barre de chocolat, je vous ai eu à l'usure, comme on dit, bien, l'enfant va en faire, il va en faire, et va en refaire encore des crises parce que ça va faire en sorte que lui, il a l'impression que c'est gagnant d'en faire des crises, alors qu'on sait très bien que ces enfants-là sont souvent très pénalisés dans leurs relations sociales, parce que dans une relation sociale entre pairs, entre enfants, les enfants ne vont pas le laisser gagner parce qu'il fait une crise. Eux autres aussi, ils veulent maintenir, par exemple, leur opinion face au jeu, etc. Donc, si vous êtes dans ce contexte-là, que vous avez un enfant qui est âgé en haut de 5 ans, qui fait des crises, à ce moment-là, ce qui est important, c'est de revoir vos limites, vos règles de vie. Est-ce que vos règles de vie sont suffisamment claires? Est-ce que les règles de vie sont appliquées de la même façon de la part des deux parents? Est-ce que c'est vrai que parfois, je manque un peu de constance dans mes interventions, ce qui fait qu'à un moment donné, je lui dis « Ah, fais donc ce que tu veux. Prends-la donc ta barre de chocolat. C'est ça. Mange-la, puis tant pis pour toi. » Bien, ça fait que l'enfant comprend que lui, quand il fait des crises, bien, c'est gagnant. Il ne sait pas les conséquences que ça lui amène de manger une barre de chocolat avant le souper, puis que c'est pas simple, puis que c'est pas des bonnes habitudes de vie. Lui, il a obtenu son gain de cause, puis il va persister. Je voulais vous parler brièvement, avant de conclure, que les jeux vidéo, c'est quelque chose que j'entends beaucoup parler dans mon bureau, qui génère beaucoup de crises chez les enfants âgés vers de 7 ans à 10 ans. Je pense que ce qui est super important, encore une fois, c'est de mettre vos limites comme parents. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui ne l'est pas? Si, par exemple, les jeux vidéo ne sont jamais permis durant la semaine quand il y a de l'école, ben, à ce moment-là, c'est jamais permis. Ça ne doit pas venir en privilège ou en récompense, parce que souvent, le parent dit « Oui, mais il a bien fait ses devoirs, donc j'ai décidé de lui donner son privilège de jeux vidéo. » Mais c'est parce que la règle de base, c'était il n'y en a pas de jeux vidéo la semaine. Alors, vous êtes mieux, si par exemple l'enfant a bien fait ses devoirs, de dire « Hey, c'est le fun, ça a bien été aujourd'hui, on a du temps, on va jouer ensemble. Va chercher un jeu de société, viens, on va partir un nouveau casse-tête, on va aller jouer dehors ensemble. » On lui donne des récompenses affectives. Dans le livre, il y a un chapitre complet sur les récompenses et vous allez voir, en aucun temps, je recommande les récompenses matérielles, achat de jeux, Dollarama, etc. On ne va pas là-dedans. On essaie vraiment de rester plus dans les récompenses affectives avec l'enfant pour essayer justement d'établir premièrement un lien, parce que c'est ce qu'on veut toujours. Si on veut une belle complicité avec nos enfants, on veut que nos enfants aient une relation avec nous. Et quand nos enfants sont devant un écran, jeux vidéo, ordinateur, iPhone, j'ai de plus en plus d'enfants à très bas âge là, qui ont même des tablettes, des iPhones, mais je ne suis pas en relation avec mes enfants. Si vous êtes des gens qui aimez beaucoup vous-même l'électronique, je pense que au moins une des façons de demeurer en relation avec votre enfant, c'est de s'impliquer dans ce qu'ils sont en train de faire. C'est de vérifier qu'est-ce qui se passe sur ces écrans-là et de jouer avec votre enfant pour faire des échanges, pour faire une forme de relation vis-à-vis l'électronique avec votre enfant.
Alors, écoutez, c'est sûr que c'est bref, 20 minutes. J'espère que ça vous a plu. On va passer, je pense, à la période de questions présentement. Alors, si vous avez des questions, gênez-vous pas. On a encore 10 minutes ensemble là, pour essayer de répondre le plus possible à des gens. Effectivement, je vous invite à appuyer sur le bouton Q et R, à nous écrire vos questions et Mme Vallière pourra y répondre. On a déjà une première question de Roxane qui nous dit « Ma fille de 2 ans fait beaucoup de crises quand elle est avec ses 2 parents plutôt qu'avec un seul, surtout pour les repas. Pourquoi? » Bien, souvent, les enfants, c'est vrai qu'ils vont faire ça. Ils vont, en fait, souvent, ils vont pas en faire à l'extérieur du milieu familial, puis on a l'impression qu'ils nous gardent tout ça pour la maison. S'ils n'en fait pas à l'extérieur du milieu familial, dites-vous, tapez-vous dans le dos, dites-vous que vous êtes des bons parents. Ça veut dire que vos enfants sont bien éduqués, il y a une bonne structure, ils sont en retenue à l'extérieur, mais quand ils arrivent chez vous, il y a un lien d'attachement qui est là, puis ils peuvent se permettre de décharger cette charge émotive-là qu'ils sont incapables de gérer. Pourquoi quand les 2 versus une personne? Tout simplement pour l'attention. Parce que souvent, quand on est seul avec notre enfant, on va être directement en interaction. On va lui parler, on va dire, OK, maman prépare le souper, viens ma belle, on va manger, etc. Quand on a les 2 parents, ben, on s'échange entre adultes, naturellement. On va se parler entre adultes parce qu'on ne s'est pas vu de la journée, on s'échange des choses et l'enfant a l'impression qu'elle n'a pas toute l'attention tout à coup et c'est ce qui va faire que souvent, ils vont se manifester plus quand il y a les 2 parents versus un seul parent. OK, merci. Karine, on vient d'avoir une demande de Karine pour les heures de dodo. 12 heures pour la nuit, plus les siestes de l'après-midi ou 12 heures par jour? C'est 12 heures par nuit. Les siestes de l'après-midi pour les enfants âgés entre 0 et 4 ans, normalement, ça va représenter à peu près 1h30. Souvent, les éducatrices vont les coucher vers 1h, puis vers 2h30, 3h, dans certains cas, on va les réveiller. Donc, ça fait, pour les enfants en bas de 4 ans, ça fait presque 15 heures de sommeil qu'ils ont besoin. Et ça, il y a beaucoup d'études qui ont été sorties à ce niveau-là, à quel point leur cerveau avait besoin de faire une sieste pour faire comme une espèce de reset, pour intégrer aussi toutes les informations, toute l'éducation qu'on a fait, parce que faut se souvenir là, qu'un enfant de ce groupe d'âge-là, il est tout le temps en apprentissage, il est en développement, tout doit être acquis. Il n'y a presque rien d'inné. Donc, l'enfant a besoin qu'on l'éduque et c'est pour ça que souvent, que ça soit au niveau social, un enfant d'1 an et demi, par exemple, qui mord, c'est parce qu'il est en train d'apprendre à partager. Il est en train d'apprendre que c'est pas tout qui lui appartient. Alors qu'à 2 ans, les enfants sont très égocentriques, sont centrés sur eux. Ils ont besoin de ça, d'ailleurs, pour leur développement parce que l'empathie, c'est quelque chose qui arrivera juste vers l'âge de 4 ans. Alors, être sensible de ce que vit l'autre, sentir une certaine forme de peine quand je vois une autre personne pleurer, ça sera vers l'âge de 4 ans que tranquillement, ça commencera à arriver. On a Josiane qui dit, pardon, j'ai perdu la question. OK. Josiane, mon garçon de 2 ans et demi s'oppose énormément aux transitions. Exemple, aller s'installer à table pour le souper, ce qui se termine régulièrement par de grosses crises de colère. Comment peut-on éviter ces crises? C'est une très bonne question parce que vous me faites penser que c'est un élément important. Les transitions, les enfants n'aiment pas les transitions. Alors, c'est sûr que les transitions, souvent, ça va être un motif de crise, justement. Puis quand on leur dit, par exemple, dans 5 minutes, on soupe, dans 5 minutes, on va quitter pour aller chez grand-maman ou si on est chez grand-maman pour retourner à la maison, pour eux, ça leur dit strictement rien. L'organisation temporelle, savoir le temps, qu'est-ce que ça veut dire 5 minutes, 10 minutes, demain, après-demain, hier, sera intégré juste vers l'âge de 8 ans. Alors, c'est à 8 ans qu'on commence à travailler l'heure à l'école. Donc, c'est sûr que pour un enfant de ce groupe d'âge-là, souvent, les parents vont l'utiliser en ayant l'impression, oui, mais je l'ai prévenu, là, je lui ai dit dans 5 minutes, mais ça, c'est pas très efficace. En fait, ce que je vais vous recommander, c'est d'éviter ces fameuses transitions-là. Alors, par exemple, quand vous revenez de la garderie, si votre enfant va à la garderie ou à la crèche, en arrivant, on lui donne son bain. Déjà, ça fait descendre la tension de toute la journée. L'eau, c'est un relaxant naturel. Donc, ça va beaucoup aider votre enfant. Vous allez souvent passer des meilleures soirées, des meilleurs repas. On a évité une transition parce qu'on est arrivé, on ne l'a pas mis devant un écran qu'on va aller le retirer par la suite ou devant un jouet qu'on va aller retirer. On enchaîne. Comme tout à l'heure, je vous avais recommandé aussi de lui donner une collation dans l'auto pour éviter le facteur de faim qui augmente les crises. Alors, on le met dans le bain. Après le bain, on enchaîne avec le souper.
tout ça fait en sorte qu'on évite les transitions. Si ce n'est pas possible, vous êtes chez grand-maman, vous devez quitter. Ce que vous faites, c'est que vous allez devant l'enfant puis vous lui dites « Viens avec moi, c'est l'heure de quitter ». Ou on termine le jeu qu'il est en train de faire avec lui, il est en train de faire un casse-tête, par exemple, on l'aide à le terminer le casse-tête et on le ramène avec nous. Beaucoup de contact physique. Assurez-vous que votre enfant vous entend aussi. Souvent, on est en haut, l'enfant est dans le sous-sol, par exemple, bon, viens, c'est l'heure du souper, monte en haut. Mais les enfants ont beaucoup de difficultés avec l'attention divisée qu'on appelle. Alors, s'ils sont concentrés sur quelque chose, ça va être difficile pour eux d'être capables de se concentrer sur autre chose, sur votre ton de voix, sur la consigne que vous venez de leur donner. Alors, assurez-vous toujours de vous déplacer et d'aller voir l'enfant directement. On a Caroline qui dit « Bonjour, mon garçon fait des crises à tous les jours pour avoir le iPad. Nous avons réalisé l'ampleur du problème. On dirait qu'il est en manque. Avez-vous des solutions pour qu'il comprenne que ce n'est pas bon? Il est le bébé de 4 enfants. » Merci, Caroline, maman qui se sent coupable. Oui. Est-ce que tu peux me rappeler son groupe d'âge, s'il te plaît? Je ne sais pas si on l'a nommé. Non, il est le bébé de 4 enfants. Peut-être Caroline nous écrire. Parfait. En fait, ce qu'il faut que vous reteniez, Caroline, c'est que si votre enfant se manifeste énormément par rapport au iPad, c'est que probablement que vos limites ne sont pas claires par rapport à ça. Et les limites doivent être les mêmes aussi pour les 4 enfants dans la famille. Alors, c'est sûr que si, par exemple, on me disait tout à l'heure, c'est une interdiction des iPads au repas, mais on leur laisse même pas terminer parce que souvent, j'ai des parents qui vont dire, oui, mais c'est parce qu'il est en train de faire son jeu, fait que je le laisse terminer. Puis après ça, il pourra le mettre de côté. Bien, ça, on ne peut pas faire ça. Il faut vraiment être tout le temps dans nos limites par rapport à ça. Puis pour un enfant, là, on ne sait pas le groupe d'âge, mais on prétend que probablement il est âgé il y a 5 ans. Bon, alors pour un enfant de 5 ans, il ne peut pas savoir c'est quoi les conséquences du fait qu'il prend du iPad, par exemple, avant d'aller se coucher. C'est nous, les parents, qui connaissons c'est correct que ce soit nous, parce que c'est nous les capitaines. Alors, c'est à nous de mettre les limites. Vous savez que les enfants, normalement, puis c'est les recherches qui le disent, là, ça ne vient pas de moi, ça vient des recherches, 2 heures avant le dodo ne devraient plus du tout être devant des écrans. Alors, ça, c'est très important aussi, là. Si votre enfant se couche vers 8 heures, ça veut dire qu'à 6 heures, tous les écrans devraient être fermés. Parce que ça l'amène de l'hyperactivité cérébrale chez votre enfant. Et après, les enfants, ça prend au moins 2 heures avant que leur cerveau s'apaise pour être capable de bien dormir par la suite. Donc, peut-être remettre vos limites, Caroline, mettre ça clair, pour essayer de faire comprendre à l'enfant pourquoi que c'est néfaste, parce que je pense qu'à 5 ans, il n'est pas en mesure. C'est juste, moi, je t'impose cette règle-là, au même titre qu'on va imposer une règle de « je veux pas que tu traverses la rue toute seule ». Tout simplement. C'est une question de sécurité. Je t'impose cette règle-là, puis c'est comme ça. Merci. Émilie demande, ma fille a 6 ans et quand elle est en colère, elle fait des crises, elle dit souvent des paroles extrêmes comme je sais que vous ne m'aimez pas, je vais partir de la maison. À part la réconforter, que faire quand ça dure? En fait, souvent, les enfants, quand ils disent des propos comme ça, souvent, le parent va avoir tendance à vouloir le contrer, les propos, en disant, ben non, on t'aime, on veut pas que tu t'en ailles, ou à l'inverse, ben si tu veux t'en aller, va-t'en. Alors là, l'enfant devient un peu confus parce que des fois, il y a double discours dans la même intervention. Ce que je vais vous recommander de faire, c'est de ne pas l'alimenter, c'est-à-dire qu'on nomme à l'enfant, regarde, il est hors de question, tu t'en vas pas nulle part, toi, c'est ta famille ici, puis c'est ici que tu vas demeurer. Et là, je t'ai dit non, je comprends que tu sois en colère, je comprends que tu sois déçu, mais ça va demeurer non. On essaie de ne pas rentrer dans ces propos-là, de les contrer, ces propos-là, parce que là, présentement, elle est en colère, puis elle pense pas du tout ce qu'elle nomme, probablement. C'est juste, comme elle n'est pas capable de bien la gérer, ben elle explose. Ce qui est important, puis là, je me souviens plus si je l'ai nommé, mais ce qui est important, c'est d'essayer de les prendre avant la désorganisation. C'est-à-dire, on dit non à l'enfant, il commence à bougonner, il tape du pied un peu, tout de suite, on le prend dans nos bras, puis on dit « calme-toi, viens avec moi ». Tout de suite, avant la désorganisation. Parce que souvent, quand la désorganisation est arrivée, c'est plus difficile. L'enfant va se débattre, il veut pas que vous le preniez, même s'il faut continuer quand même à persister puis à le faire, c'est moins agréable comme parent. Fait qu'idéalement, c'est d'essayer de prévenir, dans le fond, les crises très intenses, le prendre juste au début. Pierre-Luc demande, dans un contexte de garde partagée, comment agir avec notre enfant s'il dort avec l'autre parent dans son lit à tous les nuits et que, pour ma part, je souhaite qu'il dorme dans son lit, enfant de 6 ans?
Très bonne question, Pierre-Luc. D'ailleurs, on a fait un chapitre complet sur la discipline pour les familles séparées, les familles recomposées, parce que vous avez bien raison, c'est très difficile pour un enfant. On le disait tout à l'heure, l'enfant il est susceptible au changement, c'est plus difficile pour lui de bien gérer les changements et en plus, quand on n'a pas les mêmes consignes aux deux endroits. Idéalement, c'est d'essayer de communiquer avec l'autre parent pour essayer de lui faire comprendre l'importance d'avoir des similitudes dans nos rituels, dans nos routines, parce que ça, c'est les repères de l'enfant. Et l'enfant a besoin de ça pour être sécurisé, de dire, OK, là, je sais que si, par exemple, j'ai ma collation, après, j'ai mon histoire, puis après, je vais aller coucher dans mon lit et je suis capable de passer à travers mes nuits, que ce soit chez maman ou chez papa, quand je suis seule. Donc, idéalement, ça serait d'essayer de communiquer avec l'autre parent pour essayer d'amarrer vos routines parce que vous avez raison, les routines devraient être très similaires d'un milieu à l'autre. Bon, mais malheureusement, il est déjà 13 heures. On a beaucoup de questions. On ne pourra pas répondre à tout le monde. Merci, Mme Vallière. Bien, merci à vous d'avoir pris cette demi-heure-là sur votre lunch parce que je sais souvent on a juste une heure, puis vous avez pris une demi-heure pour venir m'écouter. Ça me fait énormément plaisir et j'espère surtout que j'ai répondu à vos questions puis à vos interrogations parce que c'est vrai que quand les enfants font des crises, souvent on est rapidement démunis comme parents. Alors, merci, puis je vous souhaite une très belle fin de journée.